Voilà. Mes chers collègues, d'abord, je voudrais vous remercier de venir à cette heure tardive, mais nos ordres du jour sont chargés. Je voudrais vous signaler aussi que nous avons parmi nous un certain nombre d'Italiens qui sont là pour écouter donc, nos débats, et donc ce serait intéressant de les saluer rapidement. Ce sont des fonctionnaires de la Chambre des députés, donc ce sont les fonctionnaires de nos collègues, si je puis dire, les alter ego de Guy et de toute l'équipe qui travaille avec nous, si je puis dire. Cela dit, nous avons un emploi du temps, si je puis dire, extrêmement chargé. Et donc, si je puis me permettre, après cette journée italienne, donc pour notre Assemblée, et qui sera prolongée demain par la venue du président de la République italienne, je demanderai à tous un effort de concision. Surtout, alors, nos rapporteurs ont l'habitude de faire toujours concis, mais sur vos interventions, parce que beaucoup d'entre vous ont ensuite des trains à prendre ou des obligations, et il serait bon quand même que nous ayons le temps correct du débat. Donc si vous pouviez vous en tenir à 2 minutes dans vos interventions, ce serait magnifique. Voilà. Et je passe du coup sans plus tarder la parole aux deux premiers rapporteurs qui vont tout nous dire sur le climat. Peut-être pas sur le climat, mais en fait, Madame la Présidente, mes chers collègues, Bernard de Flessel et moi, c'est la 5e année que nous avons la charge et le plaisir, l'honneur de rendre un rapport d'information à l'Assemblée nationale chaque année, finalement à la veille de la conférence mondiale qui se tient sur le changement climatique. Nous avions commencé par être co-rapporteurs sur la directive énergie-climat, qui était en parallèle avec la conférence de Poznań. Puis après, nous avons suivi donc la conférence de Copenhague, la conférence de Cancun, la conférence de Durban. Et aujourd'hui, cette année, la conférence va se tenir à Doha. Dans quelques jours, elle s'ouvre fin novembre pour se prolonger jusque dans les premiers jours de décembre. Donc c'est une conférence annuelle mondiale qui rassemble, comme son nom l'indique, donc l'ensemble des pays du monde, c'est-à-dire il y a environ toujours 180 délégations représentées, et qui traite des conséquences et des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc ça fait longtemps. Il y en a une que nous avons tous en mémoire, de cette conférence, enfin en tout cas nous avons tous le nom dans la tête, c'est la conférence de Kyoto, qui avait à ce moment-là qui avait accouché d'un protocole de Kyoto, signé par un certain nombre de pays. Et une des particularités de cette conférence de Doha cette année, c'est qu'elle voit la fin, cette année 2012, voit la fin du protocole de Kyoto, justement, la fin juridique. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux qui se posent à cette conférence, à l'occasion de cette conférence de Doha, beaucoup de préoccupations qui ont eu trait à sa préparation, mais peut-être je vais laisser Bernard, on a décidé qu'on ne se partageait pas vraiment les choses en deux, on va faire ça à deux voix, donc après vous avoir... oui, voilà. Donc Bernard, si tu veux, tu te sens en phase pour embrayer? Mon cher collègue, c'est avec bonheur et plaisir que je prends la parole. Bon, Madame la Présidente, merci. On peut saluer nos amis italiens. Merci surtout de nous renouveler notre bail. On remercie la Commission qui, pendant 5 ans, nous a confié cette docte tâche et qui nous a renouvelé notre bail avec notre administratrice Céline, qui nous accompagne doctement depuis plusieurs années. Bon, Jérôme vous l'a dit, on suit ces questions internationales depuis longtemps. Quelle est la situation clairement exposée? Bon, les scientifiques nous rappellent que l'objectif de restreindre le réchauffement climatique, pour l'instant, est un objectif extraordinairement difficile à atteindre. L'objectif qui a été fixé il y a 2 ans à Durban, c'était de dire essayons de maintenir ce réchauffement climatique à 2 degrés pour 2020. Et puis, si possible... D'abord avec un passage en 2020 et si possible à la fin du siècle. Bon, la vraie difficulté, on le sait, dixit tous les scientifiques, c'est que nous ne sommes pas sur cette trajectoire et que si nous continuons à cette allure, passez-moi cette expression un peu triviale, eh bien ça serait 3 voire 4 degrés d'augmentation du réchauffement climatique, voire même 5 degrés. Ce qui aurait des bouleversements terribles
que vous connaissez tous par cœur, c'est-à-dire montée des océans, c'est-à-dire évidemment des difficultés de translation de population, bon, des difficultés en matière d'agriculture, bref, je la fais courte, mais on est véritablement face à un défi qui est un défi qui nous interpelle tous. Alors, la communauté internationale s'est mobilisée sous l'égide des Nations Unies avec les 193 pays. Tous les ans, elle fait une COP, c'est-à-dire un sommet des parties pour rassembler les énergies et faire en sorte de pouvoir lutter évidemment contre ce réchauffement climatique. On est, et ça sera dans quelques jours, Doha, à la 18e convention des parties. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette convention et finalement, quels sont les points positifs et quelles sont les interrogations? D'abord, les points positifs. D'abord, il y a des choses qu'il faut mettre en œuvre, c'est les accords de Durban. Les accords de Durban ont été fructueux. Nous avons lancé le Fonds vert, nous avons lancé un processus qui est REDD+, pour lutter contre la déforestation. Il y a l'idée du transfert de technologie. Bref, il y a toute une palette de solutions, ou du moins d'outils que nous mettons en place et qui ont été, si j'ose dire, gravés dans le marbre. Alors, c'est pas simple, c'est pas facile. On pourrait les regarder un par un pour dire qu'il y a des avancées. Par contre, il y a des difficultés. Mais on a d'abord comme premier objectif cela. Puis le deuxième objectif, Jérôme en a parlé un peu, c'est que le protocole de Kyoto se termine au mois de décembre, c'est-à-dire dans un mois. Et ce protocole de Kyoto, qui, je vous le rappelle, avait été porté sur les fonds baptismaux en 1997, qui a été ratifié par tous les États, puisque c'était un traité international, a fait en sorte que, bien, c'était l'existant, mais qu'il se termine fin décembre 2012. La question qui se pose à la communauté internationale, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quel est l'enjeu, finalement, le premier enjeu de Doha? C'est de dire qu'il faut faire une prolongation de ce protocole de Kyoto. Ce n'est pas simple. Beaucoup de pays ont décidé d'en sortir, et ça nous attriste énormément. On pense, par exemple, au Canada, on pense à la Russie, on pense au Japon, alors que c'était emblématique puisque c'était le protocole de Kyoto. D'autres ne veulent pas y rentrer. Nous pensons aux États-Unis, nous pensons à la Chine, nous pensons à l'Inde, pour les plus importants. Et donc, la vraie difficulté, c'est déjà d'emporter une décision sur la poursuite. Cette décision, elle est pratiquement emportée, et donc on va essayer de la mettre en œuvre à Doha, avec évidemment des questions qui sont pendantes et des questions qu'il va nous falloir traiter. Et l'Union européenne, de ce point de vue-là, est toujours allante, elle est toujours à la pointe du combat, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, et même si nous avons quelques difficultés avec certains pays de l'Union européenne, qui sur certains points, je pense par exemple aux UQA, c'est-à-dire aux quotas d'air chaud, qui posent problème. La Pologne étant en tête de file, si vous voulez, dans ce domaine, avec 6 ou 7 autres pays. Je pense à la Hongrie, à la Lituanie. Bon, je ne vais pas faire l'énumération de tous les pays qui sont pour l'instant, je dirais, arc-boutés sur une idée de ne pas bouger. Bref, même si l'Union européenne a un vrai mandat depuis le 25 octobre, cela pose quelques difficultés. Reste également deux choses. C'est évidemment la mise en œuvre de ces projets. De ce point de vue-là, il manque les financements. Le Fonds vert, par exemple, alors, il y a d'abord eu le Far Start, c'est un départ rapide, c'était 2009-2012, 30 milliards de dollars étaient sur la table, 16 milliards finalement ont été mobilisés. Bon, même si ce n'était pas à la hauteur du défi, en tout cas, pour partie, il a été réalisé. Encore une fois, le REDD+, c'est-à-dire la lutte contre la déforestation, avance bien. Le transfert des technologies, lui, a des difficultés à avancer. On a un groupe de haut niveau qui a été constitué depuis quelque temps. Il a des difficultés à avancer. Pourquoi? Parce que les États riches, entre guillemets, et les grandes entreprises ont vraiment une difficulté à vouloir transférer leur technologie. C'est un problème juridique, est un problème juridique international. Bref, on a quelques difficultés. Le fonds vert, lui, vous le rappelez que le fonds vert, c'est 2020, c'est 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Là, on n'a pas le premier centime, pas le premier cent, et ça nous pose un problème, même si, enfin, la gouvernance du fonds vert est mise sur la table. 24 pays, 12 développés, 12, je dirais, en voie de développement, avec un siège qui se trouvera, ça sera décidé à Doha, en Corée du Sud, mais avec un appel de fonds qui va commencer à partir plutôt de 2014, on espère fin 2013, mais plutôt 2014-2015, mais pour un objectif de 2020. Et puis enfin, et je vais laisser la parole à Jérôme, l'objectif de Doha, en tout cas du moins la première, je dirais, la première phase, le premier étage de la fusée, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons quand même s'il y a prolongation du Kyoto, après.
faut absolument arriver, on en est tous conscients, pour ne pas dépasser les 2 degrés de température supplémentaire, il faut absolument arriver à un accord global, mondial, le plus rapidement possible. Il est que temps, parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard. C'était déjà l'objectif qu'on s'était assigné bien avant Doha. Dès Copenhague, on avait mis beaucoup d'espoir dans la conférence de Copenhague, qui, on le sait, n'a pas abouti comme il convenait. Donc aujourd'hui, la discussion continue. Quel outil on va mettre en place? Alors, il y a eu, à la conférence de Durban, il y a eu un accord mondial sur le fait qu'on allait discuter pendant 3 ans, jusqu'en 2015, pour trouver les bases d'un nouvel accord mondial. Donc cette conférence de Doha va poursuivre la discussion entre les parties pour trouver des modalités qui permettent à chaque État, y compris ceux qui ont toujours refusé jusqu'à présent le moindre accord, de ratifier Kyoto, etc., ou de s'intégrer à Kyoto parce qu'ils n'étaient pas partie de l'annexe 1, c'est-à-dire des pays dits en développement. Donc on va mettre ces 3 années qui sont devant nous, 2 années et demie, on va les mettre à profit pour trouver les bases d'un nouvel accord mondial. À partir de 2015, accord mondial qui ne prendra ses pleins effets qu'en 2020. Vous voyez, le processus est en marche, il n'a pas cessé, et ça c'est très important qu'il ne cesse pas. C'est pour ça qu'il est très important que les pays de l'annexe 1 qui étaient signataires de Kyoto continue de faire vivre le protocole de Kyoto, le prolonge, même si un certain nombre de pays, et non des moindres, ont quitté d'ores et déjà le protocole de Kyoto. Alors c'est un peu minimaliste que je vous dis, un peu misérabiliste même, parce qu'en fait, va rester dans l'accord de Kyoto que l'Europe et l'Australie. Tous les autres pays dits développés ont quitté Kyoto ou n'y sont jamais rentrés. Donc on va maintenir les pays européens avec l'Australie, on va maintenir, je dirais, le semblant d'un accord juridique mondial, de façon à perdurer le phénomène, le système, de façon à ce que d'autres pays, rapidement, à partir de 2015, puissent s'y raccrocher sur des nouvelles bases. Ça, c'est ça l'enjeu de Doha, la poursuite de ces négociations-là. Jérôme a bien expliqué le fait. L'idée, elle est à 8 ans, puisque c'est à partir de maintenant jusqu'à 2015. Donc la communauté internationale se donne 3 ans pour essayer de construire un chemin. Construire un chemin sans savoir exactement au bout du chemin, c'est-à-dire en 2015, quel sera le véhicule. Est-ce que ça sera un traité international, comme on l'a fait pour Kyoto? Est-ce que ce sera un traité juridiquement contraignant? Est-ce qu'il engagera la plupart des États du monde? Parce que c'est l'objectif. À partir du moment où le Kyoto a montré ses limites, même si c'était déjà très important et qu'il existait, que c'était une base de départ, aujourd'hui l'idée de la communauté internationale, c'est de rassembler un peu tout le monde pour essayer, enfin, je dirais, à partir de 2015, mais en application 2020, donc on est déjà à 8 ans, on perd du temps, on se retrouve déjà en 2020 avec peut-être un outil international qui rassemble un peu tout le monde, pour faire en sorte, évidemment, de poser les bases, enfin, d'un dialogue fructueux et d'un outil, on l'espère, juridiquement contraignant. Ce n'est pas le moindre des objectifs. C'est un objectif qu'on poursuit depuis quelques années, mais maintenant qui prend corps et qui prend sa forme, finalement, en tout cas, on espère qu'il prendra sa forme à Doha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté internationale, il y a eu un vrai débat à la suite de l'échec de Copenhague, on a le souvenir. Quand il y a eu l'échec de Copenhague, alors qu'il y avait une centaine de chefs d'État qui étaient venus, donc le président des États-Unis, le président de la Russie, le Premier ministre indien, bref, il y a le Premier ministre chinois, il y avait eu vraiment une mobilisation et le soufflet est retombé très très vite parce qu'on a estimé que Copenhague était un échec. Quand on lit bien ce qui s'est passé quand même à Copenhague, c'était un semi-échec, ce n'était pas un échec total. Mais pour autant, une partie de la communauté internationale a commencé à mettre en doute finalement cet outil et en particulier l'égide des Nations Unies. Tout ça est rentré dans l'ordre. On ne peut régler ces questions qu'au niveau international, au plus haut niveau international, et qu'en embarquant, passez-moi l'expression, les 194 pays des Nations Unies. Donc l'idée, l'outil qu'on est en train d'essayer de bâtir, que la communauté internationale est en train de bâtir, c'est cet accord, et cet accord qui, encore une fois, pourrait être porté sur les fonds baptismaux en 2015 pour une application à partir de 2020. Jérôme, tu veux... Voilà, non, mais on peut répondre maintenant à toutes vos questions. On est allé voir les Canadiens parce que c'était important dans le sens où le Canada a pris la décision de quitter Kyoto avant même la fin du protocole.
d'une manière symbolique, mais ils l'ont fait. Donc on a voulu aller discuter avec eux. On a vu tous les principaux dirigeants qui sont concernés par cette problématique, le ministre de l'Environnement, entre autres, et d'autres autorités, de façon à discuter avec eux, de bien comprendre les raisons de leur décision. Donc vous trouverez ça dans notre rapport. On a vu aussi la difficulté d'obtenir un accord global dans certains domaines, par exemple l'aviation civile. Vous entendez tous parler des problèmes de quotas d'émissions et le fait que l'Europe a pris des décisions qui sont contestées d'une manière très virulente par des pays extérieurs à l'Union et en particulier la Chine, mais pas seulement. Donc nous sommes allés voir l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile, pour voir où ils en étaient sur ces problématiques-là. Voilà, donc c'est un rapport global que je vous invite à lire, qui va être publié dans quelques jours. Peut-être juste un mot, Jérôme, sur l'OACI. Oui. Pour rappeler, on a vu longuement le président de l'OACI. Bon, il était vent debout, bien évidemment, contre la directive européenne du 1er janvier 2012. Et l'Europe, par la voix de Connie Hedegaard, donc la commissaire, vient de reculer d'une case en disant, écoutez, on suspend la directive pour l'instant, pour un an, le temps que l'OACI, regarde le problème dans son intégralité, puisque l'OACI rassemble tout le monde au niveau international, de façon à ce qu'elle fasse des propositions pour qu'on essaye quand même d'avancer sur cette question. Question qui n'est pas simple, mais voilà. Bon, il y a eu un petit recul de l'Europe de ce point de vue-là, puisque la décision date du 9 novembre. Oui. C'est tout récent de ce point de vue-là. Voilà, Madame la Présidente, on a fait très vite. Juste peut-être un chiffre pour que tout le monde l'ait bien en tête, mais les émissions de CO2 aujourd'hui, grosso modo, à la louche, l'Europe, c'est 15%. Et c'est l'Europe qui fait le plus d'efforts. Il faut le savoir, il faut l'avoir en tête. De l'autre côté, vous avez les États-Unis et la Chine, qui sont historiquement, avec la Chine maintenant, les gros producteurs, c'est grosso modo chacun 20%. Et quand on regarde ça par tête d'habitants, c'est les États-Unis 18-19 tonnes, l'Europe c'est un peu moins de 10 tonnes, la France est très très bien placée, c'est 6 tonnes. L'Inde, c'est 1,5 tonne, et la Chine, c'est 6 tonnes, comme la France déjà, multiplié par 1,3 milliard. Donc on est obligé d'embarquer la Chine, l'Inde, les pays continents dans cet accord international. Sans ça, ça ne tiendra pas. On ne peut pas simplement demander que l'effort à l'Europe, qui produit encore, qui renvoie 15% simplement des émissions mondiales. Donc il nous faut un engagement international. C'est compliqué, c'est difficile, parce que certains pays qu'on va voir, qu'on a vus, nous expliquent qu'ils ont tous des plans climat, nous démontrent qu'ils ont des plans climat, mais qui ne veulent pas rentrer dans un processus juridiquement contraignant, parce que derrière, il faut les contrôler, et parce que derrière, ils doivent rendre des comptes. Donc, en attendant, le montant global des émissions ne cesse d'augmenter. Voilà. C'est pour ça qu'on dépasse les 2%. Donc voilà, alors qu'il devrait baisser. Non, c'est passionnant. Donc je vais ouvrir le débat et vous poser trois petites questions, puisque nous sommes 4 inscrits. Donc nous allons être rapides. Le premier, la question, c'est l'Europe a été exemplaire dans cette affaire. Et moi, je suis quand même contente de rappeler que la ministre qui était beaucoup à la manœuvre au moment de Kyoto s'appelait Dominique Voynet. Et qu'elle a été quand même beaucoup, me semble-t-il, pour le résultat de ce protocole. Je vais y revenir dans un instant. Mais aujourd'hui, l'Europe continue à vouloir être exemplaire, mais quels moyens, quel financement là aussi se donne-t-elle pour atteindre les fameux 3 x 20 en 2020 qu'elle s'est fixés et dont on voit bien que la plupart des pays ne sont pas plus, y compris au sein de l'Europe, ne sont pas non plus en capacité d'assurer qu'ils auront les 3 x 20 en 2020. Donc première question, quel financement l'Europe s'accorde-t-elle à elle-même puisqu'elle veut être exemplaire? Deuxième question, il y a peut-être un bilan à faire de Kyoto, puisque Kyoto se termine là dans un mois. Quel bilan en tirer au-delà de pourquoi le Canada se retire parce que par rapport aux États-Unis, pourquoi les États se retirent, mais pourquoi aussi ceux qui n'y étaient pas entrés n'y sont pas plus entrés, alors même qu'ils disent faire des efforts par ailleurs. Pourquoi ne veulent-ils pas de contraignants? Et du coup, troisième question qui est un peu liée et qui est mon angoisse, et je pense que c'est la vôtre aussi, qui est de dire, mais après ce qu'on appelle quand même l'échec de Copenhague, nous on l'a vécu comme un échec, l'outil contraignant, n'est-ce pas effectivement presque une vue de l'esprit?
puisqu'il y a très peu d'États qui sont, ou de regroupements d'États qui y sont favorables, visiblement, et en plus, avec l'argent, puisqu'on voit bien que le nerf de la guerre, là aussi, n'y est pas. Donc voilà mes 3 inquiétudes, mais je suis sûre qu'il va s'en rajouter d'autres. Estelle Grelier, maintenant. Une brève question sur peut-être le bilan que vous tirez de la gouvernance européenne, parce que autant on peut penser qu'en effet l'Europe a été moteur, a été exemplaire dans les objectifs qu'elle a fixés. Moi, je suis très dubitative et je voudrais avoir votre analyse un peu contradictoire là-dessus, sur la manière dont elle s'est organisée, parce qu'on a l'idée que chaque pays parle pour lui, ou en tout cas que des groupes de pays qui ne sont pas les 27 parlent pour eux, que le Parlement européen, parfois, a un peu de mal à rentrer dans la négociation, même s'il y a des mandats de négociation qui sont, comme là on a vu pour Doha, qui sont cette semaine validés. Donc je voudrais savoir le bilan que vous faites de la gouvernance, du pilotage de l'Europe sur ces sujets climat et lutte contre le changement climatique. Merci. Ensuite, Monsieur Philippe Armand Martin. Merci Madame la Présidente. Très court. Je voudrais déjà féliciter les 2 rapporteurs. Est-ce qu'il y a un volet, j'ai cru comprendre que oui, qu'il y avait un volet bien spécifique à l'agriculture sur ce dossier justement des négociations internationales en matière de changement climatique. Si c'est oui, pourriez-vous m'indiquer la position actuelle de la France sur ce propos dès lors qu'il y aurait lieu pour l'agriculture de bénéficier de financements dédiés? Et puis une autre question, dans un avis du Conseil économique, social et environnemental intitulé « Les négociations climatiques internationales », il est préconisé de créer une taxe sur les transactions financières affectées pour partie au climat. Pouvez-vous nous indiquer, d'une part, si cette proposition a été retenue, et d'autre part, la position de la France à ce sujet? Je vous remercie. Merci. Dernier intervenant, Monsieur Barclafineur. Merci Madame la Présidente. Oui, juste 2 secondes. Et c'est vrai que d'année en année, ça fait 6 ans que vous faites ça de façon très... 6 ans pour ce siècle-ci, mais vous l'aviez déjà fait au siècle dernier, non, tous les 2, non? Non. Bon. On a l'impression que on recule en permanence. Et puis que l'Europe, dans le fond, on est dans une période où on n'a aucune croissance en Europe. La croissance, elle est dans tous les autres pays qui, eux, refusent de rentrer dans Kyoto. Donc, est-ce que quand même, il n'y a pas des questions à se poser sur savoir si on doit continuer ou bien si il faut arrêter quand même, parce que si tous les grands pays, c'est vrai que nous, ça fait quand même un moment qu'on fait des efforts importants, la France notamment, et heureusement que nous avons du nucléaire d'ailleurs pour pouvoir faire ces efforts, je crois qu'il faut le dire au passage. Et heureusement que nous faisons des recherches sur ITER aussi, qui est aussi quelque chose d'important. Hein, mais est-ce qu'on doit continuer? Question. Alors, moi, je vais peut-être commencer par la dernière, finalement. Parce que sur le recul, la stagnation, finalement, est-il bien nécessaire de continuer ces sommets mondiaux? Est-ce que finalement, ça aboutira un jour? Il ne faut pas non plus négativer tout. Nous, qui suivons ces questions depuis longtemps, qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Il y a quand même une prise de conscience internationale. Il y a 15 ans, je ne remonte pas très loin, mais il y a 15 ans, tout le monde, passez-moi l'expression, je vais être un peu trivial, mais se foutait de la question du réchauffement climatique. Les scientifiques se sont mobilisés. Nous, on les a vus très souvent. On voit très souvent Jean Jouzel, par exemple, qui a quand même été prix Nobel, qui est la sommité en France sur le réchauffement climatique, glaciologue, etc., etc. Systématiquement, on les voit, on les rencontre pour voir un petit peu les avancées scientifiques. C'est eux qui, les premiers, finalement, ont fait émerger cette idée. Donc, il y a une vraie conscience qui a été prise au niveau international. Je vous assure, dans tous les déplacements qu'on a faits, depuis maintenant 5-6 ans, tous les pays qu'on rencontre, tous les ministres de l'Environnement qu'on rencontre, toutes les administrations centrales des grands pays nous disent « on a un plan climat ». Donc ça veut dire que tout le monde s'est mis à l'ouvrage. Tout le monde s'est mis à l'ouvrage. La vraie difficulté qu'on a, c'est que la somme de ces plans climat recollés ne fait pas finalement notre affaire. Pourquoi? Parce que chacun se dit, vous inquiétez pas, on ne va pas signer votre traité international. On ne veut pas de contraintes juridiquement contraignantes. On ne veut pas que vous mettiez votre nez dans nos affaires. Je pense par exemple à la Chine qui tient ce discours.
Mais pour autant, on fait des efforts. Et regardez, en 2020, en 2030, on sera dans vos objectifs, on recollera vos objectifs. Donc faites-nous confiance. Donc d'un côté, il y a une vraie prise de conscience. D'un côté, tous les pays, du plus petit au plus grand, ont des plans climat et ont compris l'enjeu international. De l'autre, la vraie difficulté, c'est de faire rentrer tout ce beau monde dans une bouteille et que cette bouteille, c'est une bouteille planétaire pour que finalement tout le monde parle de la même voix. Et la vraie difficulté qu'on a encore, c'est le fossé qui ne s'est pas, rassemblé entre d'un côté les pays développés, les nôtres, qui ont bénéficié de la croissance et de la révolution industrielle depuis 150 ans et donc qui ont une dette à l'égard des autres et de la planète, par rapport à ceux qui émergent et qui nous disent « Mais attendez, vous ne voulez pas quand même que nous, on prenne les mêmes engagements que vous, alors que vous avez bénéficié de cette croissance internationale depuis un siècle et demi. Donc ne nous demandez pas des efforts à la hauteur des vôtres, faites vos efforts, payez entre guillemets votre dette, et nous, on viendra s'associer à vos plans. » C'est ça le vrai fossé, hein, la vraie difficulté. Donc il n'y a pas vraiment de recul, il y a à certains moments des paliers, une stagnation, on a des difficultés à embrayer et à passer une étape, mais on est quand même sur un chemin qui est un chemin vertueux. Voilà. Je veux positiver sur ce sujet-là. C'est-à-dire, moi j'ajouterais simplement, comme ça, en 2 phrases, non seulement il faut continuer, mais le problème c'est qu'il faut aboutir. Parce que si on baisse les bras, même devant les difficultés extrêmes, on en convient, eh bien c'est un avenir pour notre planète qui est quand même problématique. Ça ne veut pas dire que la vie sera impossible dans 100 ans sur notre planète, mais la vie sera différente. Des changements climatiques. Vous savez, dans les dernières périodes de glaciation qu'on n'a pas connues, mais il y avait quand même des hommes sur la Terre à ce moment-là, le niveau, vous savez, c'est une devinette que je vous pose, vous connaissez le niveau de température mondiale à ce moment-là par rapport au nôtre aujourd'hui, il était inférieur à combien ? 5-6 degrés. 5-6 degrés, et on avait des glaciers jusqu'au Danemark, la calotte glaciaire arrivait au Danemark, et nous on avait des glaces éternelles sur une bonne partie de la France quand même. 6 degrés de moins. Alors imaginez ce que ferait 6 degrés de plus. C'est difficile à imaginer d'ailleurs. Mais vous voyez, les enjeux sont quand même colossaux par rapport à la vie, la façon dont on pourrait vivre sur la planète si dans les années qui viennent, parce que la fin du siècle c'est dans 80 ans, 90 ans, on ne connaîtra pas ça, mais nos petits-enfants le connaîtront, vraisemblablement. Vous voyez, les enjeux qui se posent à la planète. Donc bien sûr qu'il faut continuer. Mais, et comme le dit Bernard, quand même, on y arrive un petit peu. Mais c'est souvent dans des situations de crise aussi que finalement le monde évolue. Et les crises, elles sont là aujourd'hui, elles sont de plus en plus là. Donc nous, on a bon espoir, mais les discussions sont difficiles. Il y a de tels enjeux économiques immédiats. Peut-être une réponse sur le bilan sur Kyoto. On va tirer un bilan de Kyoto. Il faut attendre un tout petit peu parce qu'on a toujours des difficultés à collecter les informations, les statistiques et les engagements qui ont été pris et ceux qui ont été réalisés. Donc on vous promet, on vous fera un bilan intermédiaire de Kyoto quand on aura un peu tous les éléments de façon à vous montrer qui a fait quoi, qui a pris des engagements et comment il les a tenus ou comment il les a au contraire pas tenus. Donc ça sera l'objet, enfin, si Madame la Présidente en est d'accord, sera l'objet dans le cadre de l'année prochaine d'une partie de notre rapport pour la prochaine année. Sur le bilan de l'UE et de la gouvernance de l'UE, bon là c'est pareil, il ne faut pas trop s'auto-flageller non plus. Ça fonctionne globalement pas mal. Le PE, le Parlement européen, fait son job. Il est toujours allant, il fait bien le boulot. La Commission, elle marche. Connie Hildegard, qu'on a vu, je ne sais plus, c'est cet été, donc on l'a vu au mois de juillet. Bon, elle a des difficultés, mais elle est battante, elle est vraiment aux manettes. Elle va défendre nos positions, évidemment, à Doha. Donc la gouvernance, on peut toujours l'améliorer, bien sûr, mais le boulot est fait globalement. La France
a toujours été, quels que soient les gouvernements, en pointe et plutôt allant sur le sujet. Donc je veux dire, bon, je ne fais pas de satisfecit, mais bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors il y a encore des difficultés, parce que quand on fait un mandat à 27, on a toujours des gens qui traînent les pieds, on a toujours des gens, on le voit sur l'air chaud, sur les quotas d'air chaud, c'est un caillou dans notre chaussure, là, hein, et le caillou est important parce que il est porté par 8 pays sur 27, donc ça commence à faire beaucoup. Mais bon, je pense qu'on arrivera dans la dernière période. Vous savez, dans tous ces sommets internationaux, on en a vécu quelques-uns, tout ça se dénoue dans la dernière nuit en général, hein, dans la dernière nuit du dernier jour, des 10 jours du sommet. Bon. Donc on espère que progressivement les choses vont évoluer dans le bon sens. Sur l'engagement contraignant, Madame la Présidente, il faut quand même y aller. Si c'est simplement une recollation de statistiques et d'engagements pris à la va-vite par les pays, on n'y arrivera pas. Donc l'idée du véhicule, alors est-ce que ça peut être un traité ? Traité, c'est compliqué, parce que si on fait un traité international, il faut que systématiquement tous les parlements de tous les pays, vous imaginez, ratifient le traité. Donc quand on prend Kyoto, il a été signé en 1997, il a été ratifié en 2005 pour certains. Bon, je veux dire, donc il y a un délai qui c'est lourd. Bon, d'un autre côté, il faut que ça soit contraignant. Oui, ça va. L'ancien était bien, on l'avait vu également. Celui d'avant encore aussi. On les a tous vus, nos ambassadeurs climat. On les connaît par cœur. Bon, et là, il y en a un nouveau. On va le rencontrer, bien évidemment. On le verra à Doha, d'ailleurs. Bon, voilà. L'ambassadeur climat fait pas tout. Hein. Pour te répondre sur l'agriculture, Durban, la conférence de Durban l'année dernière a prévu que des discussions allaient s'ouvrir sur les questions de l'agriculture, un programme de travail sur les atténuations et les adaptations de ce secteur. Mais en fait, rien n'a vraiment commencé très sérieusement. Voilà. Mais ça fait partie des objectifs. Une courte question d'Arnaud Richard qui s'est rajoutée. Oui, excusez-moi, Madame la Présidente, merci. On proposera au vote. J'entends le volontarisme et l'optimisme de nos rapporteurs et ça fait plaisir. Hein. Mais je lis le bref résumé du rapport qui a été présenté dimanche. Donc c'est vrai que c'était une journée un peu particulière dimanche. Pour un scénario assez noir présenté par la Banque mondiale qui parle de 4 degrés d'ici 2060. Donc moi je comprends que vous soyez en regard du dispositif, du processus onusien et que vous soyez sur des chiffres qui sont ceux que l'on porte depuis Kyoto. On ne peut pas dire que la Banque mondiale soit une institution peu sérieuse. Et donc comment vous percevez le fait qu'elle ait pris le risque, entre guillemets, hein, d'éditer un tel rapport avec une analyse des conséquences sur le monde et sur la manière dans laquelle nous vivrions avec ces 4 degrés d'ici 2060. Et une autre question à laquelle vous avez peut-être répondu dans l'un de vos 5 rapports sur le sujet, quelles opportunités voyez-vous en termes de croissance de cette lutte contre le réchauffement climatique ? Arnaud, sur le rapport de la Banque mondiale, on y souscrit totalement. Je veux dire, aujourd'hui, le trend, la courbe, si tu veux, des émissions face aux engagements des uns et des autres ou non-engagement des uns et des autres, elle est tout à fait légitime. Le jeu, 4 degrés en 2060, ça veut dire 5-6 à la fin du siècle, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc si tu veux, le constat qui est fait est un constat qui nous va bien. Enfin, qui nous va bien. Qui nécessite qu'on se mobilise fortement pour éviter ça. Il n'y a pas de couac, hein, de ce point de vue-là. Il est en ligne avec tout ce que nous disent les scientifiques patentés qu'on voit assez fréquemment. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin, il y en a un, on le connaît, mais je pense que les prévisions sont les bonnes, malheureusement. Tu avais sur la croissance, si tu veux, il y a un vrai sujet, j'en ai dit un mot 30 secondes, c'est sur les transferts de technologie. Bon, il y a un groupe de haut niveau qui a été mis en place de façon à regarder comment il peut y avoir un transfert de technologie pour faire en sorte que les pays qui sont dans le G77, grosso modo, enfin, même si le G77 ne recouvre plus tout à fait les mêmes pays qui sont... je ne vais pas rentrer trop dans les détails. G77, c'est les pays qui ont le plus de difficultés. Quoi, voilà, les pays en voie de développement, les pays des... parce que si on ne fait rien de ce point de vue-là, ça ne va pas fonctionner. Donc, ça patine un peu. Entre nous, ça patine un peu. On trouve que ce sujet-là du transfert de technologie, autant le fonds vert,
compliqué à mettre en œuvre, il va falloir aller chercher l'argent, mais la gouvernance se met en place tout doucettement. Autant sur la déforestation, ça avance, autant sur d'autres engagements, ça avance, autant sur le transfert de technologie, c'est compliqué, c'est difficile. Les pays et les grandes entreprises répugnent, si tu veux, à transmettre la technologie comme ça, sans retour, quoi, voilà, sans garantie, etc. Donc c'est un sujet compliqué, mais il est bien identifié et il y a un groupe de haut niveau qui s'y penche et qui va avancer sur ce sujet-là. Bon. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est le CSC. C'est la capture et le stockage du carbone. Bon, l'Union européenne avait pris un engagement fort, on a le souvenir encore comme si c'était hier, en disant il faut qu'on fasse 12 démonstrateurs en Europe et trouver les financements pour faire en sorte que... Voilà, bon. Et là encore, on a re-questionné la DG de l'Union européenne il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà, bon, ça avance pas vite. Hein, ça avance pas vite. Bon, progressivement, il faut y aller, parce que les États-Unis font un effort considérable sur ce sujet. Les États-Unis, je vous rappelle quand même que leur production d'électricité est à 50% sur le charbon. Bon, la Chine, qu'on a rencontrée, fait des efforts considérables également pour cette technologie. Donc tout le monde se met en branle. Il ne faut pas que l'Europe s'endorme sur le sujet, alors qu'elle était talente au départ et qu'elle avait, dès 2008, dit on va faire des démonstrateurs, on va en faire une douzaine. Bon, voilà. Là, ça patine aussi un peu. On a quelques difficultés à avancer, mais bon, soyons positifs. C'est un des enjeux aussi. Bon, voilà, Madame la Présidente, on a fait vite, mais... Vite mais bien, parce que je pense que ce dossier est un des dossiers fondamentaux, mais on traite que des dossiers fondamentaux ici. Donc, merci à vous en tout cas, et puis je crois que nous allons continuer à suivre avec attention ce dossier. Et donc, l'année prochaine, je pense que vous allez déjà nous faire le bilan de Kyoto, et puis on a plein d'autres choses à voir. Merci à vous. Okay, merci.